du matin. 8h32 sur Radio Campus Orléans. Notre invité ce matin, Yann Chailloux. Bonjour. Bonjour. Responsable des MJS dans le Loiret, le mouvement des jeunes socialistes. C'est ça. Vincentine et Grégory avec moi pour vous interroger. Deux thèmes, deux parties à cette interview. La politique nationale et l'actualité locale, donc ça sera les régionales qui se dérouleront au mois de décembre. On va commencer avec la politique nationale. Grégory, retour sur le congrès. Oui, le 77e congrès du PS s'est réuni ce week-end à Poitiers. Donc on a bien vu que Jean-Christophe Cambadélis est arrivé en tête avec une forte majorité, soutenu par une forte majorité. Comment analysez-vous, Yann Chailloux, ce congrès, ce fin de congrès ? Alors déjà, je rappelle juste que le mouvement des jeunes socialistes est un mouvement autonome et donc le congrès du Parti socialiste n'a rien à voir avec le congrès du mouvement des jeunes socialistes. Ça, c'est une première chose. D'accord. Donc, oui, mais par contre, moi, une appartenance au moi, Parti socialiste. je suis au mouvement des jeunes socialistes et au Parti socialiste. On peut avoir la double adhésion. Et donc ce congrès qui a eu lieu en 3 mois, de janvier, même plus d'ailleurs, en plus de 6 mois d'ailleurs, je me trompe complètement, de janvier jusqu'à juin, a permis plus que l'élection de Cambadélis, c'est l'élection, le vote d'une motion et donc d'une ligne politique. Beaucoup de médias disaient qu'il y avait des divisions au Parti socialiste sur la ligne politique, sur ce que faisait le gouvernement, et finalement la motion qu'a portée Jean-Christophe Cambadélis, qui est une motion qui défend une ligne social-démocrate du Parti socialiste, est arrivée en tête avec plus de 60% des suffrages, donc c'est plutôt une bonne chose sur la clarification de la ligne politique. Elle vous va, cette ligne politique ? Elle vous convient ? Nous, elle nous convient. Vous recevez, vous-même. oui. Vous recevez nos communiqués de presse. En tant que jeune socialiste, elle nous convient. Et personnellement, elle me convient, oui. Après, tout le monde. On a bien vu ce dimanche, Arnaud Montebourg, dans sa tribune incendiaire du JDD, c'était un coup de sang. Qu'est-ce qui s'est passé Alors, il était pas au congrès du Parti socialiste, il était pas à Poitiers, donc. D'accord, donc vous considérez il a que c'est une petite appartenu voix. à un gouvernement socialiste, il fait partie du Parti socialiste. C'est un Il a socialiste. un faible écho, ça n'a pas de. S'il voulait s'exprimer, il avait la possibilité de venir s'exprimer à la tribune de Poitiers devant les délégués qui ont été désignés les 21 et 28 mai. Non, mais c'est pas la question. Ce qu'on vous demande, c'est votre regard sur sa prise de parole. C'est pas le fait qu'il ait participé ou pas. C'est quand même quelque chose. S'il ne veut pas venir s'exprimer devant les camarades du Parti socialiste, les camarades du Parti socialiste n'ont pas à l'écouter. À partir de ce moment, voilà, moi je défends vraiment le fait que... donc on n'écoute pas quelqu'un qui n'est pas présent. Quand c'est un camarade du Parti socialiste qui a été ministre, qui prétend défendre... ce que fait le Parti socialiste, etc., moi je pense qu'il devrait venir s'exprimer devant les camarades. Enfin, c'est par pur respect. Moi je suis fidèle au Parti socialiste. Oui, mais le fond, parce qu'à la limite ça, c'est pas très important, mais sur le fond, son intervention dans le JDD, vous la jugez comment ? Je la juge pas. Franchement, vous avez une opinion. Vous avez forcément une opinion, ou alors vous en avez entendu. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Vraiment, pour moi, Arnaud Montebourg, c'est pas un sujet, en fait. C'est vraiment pas un sujet. Très concrètement, si on parle du congrès du Parti socialiste, le congrès du Parti socialiste ne se résume pas à une tribune publiée le JDD le dernier jour du congrès. D'ailleurs, le congrès n'est pas terminé puisqu'il y a les votes des secrétaires de section et des premiers fédéraux jeudi, donc c'est important. Et donc ça se résume pas juste à une tribune, quoi. Ça se résume pas juste à Arnaud Montebourg. Il y a Jean-Marie Le Guen qui a parlé au congrès du Parti socialiste. On n'en parle pas. Il y a de nombreux ministres qui ont parlé au congrès. Il y a Najat Vallaud-Belkacem. Divergentes d'un parti. C'est une grande famille. On peut aussi parler de Christian Paul qui était là, qui a défendu une ligne. On peut en parler aussi. Il y a Marie-Noëlle Lienemann qui était là, qui a défendu une ligne. Moi, je suis désolé, Arnaud Montebourg n'était pas là, quoi. Donc, j'ai pas à commenter quelqu'un qui n'était pas là au congrès du Parti socialiste. Il n'était pas au congrès du parti. Il a pas participé au congrès du Parti socialiste. On a bien vu quand même qu'il y avait quand même des absents sur la photo de famille à la fin. Martine Aubry n'était pas là. Benoît Hamon, les 30% des fondeurs, on se demande où ils étaient. C'est vrai. C'est ça l'unité du Parti socialiste. Moi j'ai cru entendre que le parti était guéri.
A priori, il est toujours un peu la ligne est clarifiée. Malade. La ligne est clarifiée. Enfin, moi, on le vit très, très sereinement. La ligne est clarifiée, donc... Mais c'est pas un peu facile de se cacher quelque part derrière cette ligne? On voit quand même qu'il y a des distorsions au sein du parti. On a parlé, même si je peux être d'accord avec vous, si Arnaud Montebourg ne s'est pas exprimé, est-ce qu'on va pas y passer des heures? Mais le fait qu'il ne s'exprime pas, c'est aussi... voilà... quelque chose qui dit qu'il y a au Parti Socialiste quelque chose qui ne va pas. Oui, quelque chose qui ne va pas, c'est évident. En fait, le débat, il a eu lieu pendant, je vous le disais, je me trompais, pendant 3 mois, mais depuis plus longtemps. Depuis janvier, nous, on est en débat, le Parti Socialiste est en débat. Alors, on ne dit pas forcément, on ne vient pas à nos communiqués de presse après chaque débat, on n'extériorise pas forcément tous nos débats. Moi, le premier, j'ai pas à dire les lignes... les points de divergence que je peux avoir avec certaines positions. Moi, je pense que la gauche, elle est plus forte, elle est plus belle quand on est unis, quand on montre, justement. Mais quand on ne vient pas dire ce qui nous va pas, mais quand on vient dire ce qui va bien. Quand on vient apporter un message positif. Moi, c'est du déni, c'est ce qui m'intéresse. C'est pas du déni. C'est pas du déni. C'est montrer ce qu'on fait de bien. Vraiment, moi, je pense qu'on doit... on doit être plus responsable au Parti Socialiste, on doit être davantage à expliquer ce que fait le gouvernement, à dire les lois qui ont été votées avec des majorités claires, on doit expliquer ce que fait le gouvernement, donc voilà. D'accord, donc on a bien vu que c'était la motion A qui était arrivée en tête le 22 mai dernier, donc ça renforce quand même François Hollande et Manuel Valls, donc ça leur donne un peu le champ libre, mais on a bien vu quand même que le taux de participation était un peu faible, aux alentours de 40%. Est-ce qu'on peut dire vraiment que c'est un rassemblement de la gauche, du Parti Socialiste? Parce que 40%... Les camarades qui votent au Parti Socialiste sont souvent les camarades qui viennent au débat, qui sont là quand il s'agit de venir tracter, etc. Donc c'est les militants très actifs qui viennent voter. Alors c'est vrai, il y a un problème, c'est qu'il y a des militants qui viennent pas voter, ou plutôt des adhérents parce qui qu'ils se reconnaissent peut-être pas dans la ligne. Alors qui ne se reconnaissent pas, mais il y a des moyens dans une phase de congrès, parce que nous, on n'est pas à l'UMP, on accepte vraiment le débat en interne. C'est d'ailleurs pour ça, quand je vous dis qu'Arnaud Montebourg, pour moi, il n'y a pas d'importance à lui donner, c'est qu'il y a des moyens d'intervenir dans un congrès. Chaque camarade, chacun peut déposer une contribution thématique. Ensuite, il y a une période de contribution. On avait plus de 20 qui étaient présentés dans ce congrès. Et puis, il y a eu l'émotion, et là, il n'y en avait plus que 4. Mais il y a des moyens de venir dire, je ne suis pas d'accord avec la ligne qui est portée. Il y a les moyens de le faire. Pour vous, c'est une forme de lâcheté qu'Arnaud Montebourg, Ouais, un peu, ouais. D'accord. Ouais, vraiment. C'est le mot. Je pense que c'est de la lâcheté. Il n'a pas déposé de contribution. Voilà, il aurait pu le faire. C'est peut-être aussi une stratégie. Il aurait pu le faire. C'est justement. Je pense que c'est justement une stratégie. Donc. Un retour. C'est possible. Donc voilà. Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est ce travail-là, ces phases-là de contribution, de débat, qui sont plus importantes. D'accord, moi je vais embrayer donc sur les Républicains. Vous avez sûrement entendu donc ce qui s'est passé. Il y a eu ce changement de nom. L'ex-UMP s'est fait une peau neuve. Donc, est-ce que vous pensez que ça a un réel impact sur des affaires en cours, qu'il s'agisse de l'affaire Big Malion ou des affaires relatives à Nicolas Sarkozy? Grand silence. Je sais pas trop quoi penser des Républicains. Ils ont changé de nom et on voit bien que les techniques, les idées, rien n'a changé. Le fonctionnement n'a pas changé non plus. Ils ont juste changé de nom. Ils se font siffler. Alors, il y a eu quelques sifflets au congrès du Parti Socialiste. Je pense qu'il faut être clair. Il faut le dire. On peut voir les vidéos. Par contre, les sifflets, c'était pendant les discours. Pas les mêmes. Mais c'était pendant les discours. Les sifflets ont eu lieu dans ce qui s'est dit. Alors que les sifflets à l'UMP, chez les Républicains, ils ont eu lieu avant même que les personnes concernées aient eu le temps de s'exprimer. Et c'est quand même quelque chose qui me semble important, c'est qu'il n'y a pas de respect
à l'initial. On respecte pas la personne. Et ça sous-entend que nous on respecte la personne. Après c'est les idées qui peuvent nous déplaire, etc. Donc là il y a des militants qui vont s'exprimer un peu plus bruyamment que d'autres, mais à l'UMP il y a quand même un gros problème. Moi je trouve qu'il y a un manque de respect à l'UMP. Je suis désolé, je dis toujours l'UMP, j'ai du mal avec les Républicains. Ça sous-entend que chez les socialistes il y a comme un problème sur la ligne. Si c'est sifflé, c'est qu'ils sont pas d'accord, ça ne colle pas, il y a un décalage entre les citoyens. Vous avez un point commun avec les Républicains finalement, c'est les sifflets, les dissensions. Il y en a partout, il y en a partout, mais c'est juste que nous, on est plus médiatisés, je pense, et notamment parce que nous, on est au pouvoir, donc on est davantage regardés, c'est normal. Manuel Valls et Nicolas Sarkozy, chacun prenne un avion, un jet privé. J'aimerais bien avoir votre regard sur les deux trajets. Alors, est-ce que Manuel Valls c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui reprocher et Nicolas Sarkozy, on peut tout lui mettre sur le dos? Alors, vraiment, le déplacement de Manuel Valls... La justification de François Hollande, est-ce qu'elle vous convient? Pour le coup, alors, Manuel Valls qui va parler de la FIFA avec Michel Platini justement, le soir de la finale de la Ligue des Champions. C'était une invitation officielle de l'UEFA, donc c'était important pour le Premier ministre d'y aller, d'autant plus que, je le rappelle, on organise 14 000 euros de trajet. On organise des événements sportifs. 14 000 euros de trajet, payés par le contribuable. On organise des événements sportifs internationaux l'année prochaine, en 2016. On accueille d'ailleurs à Orléans normalement une équipe internationale. Donc c'est important de gérer ces relations-là. Donc le Premier ministre était présent à Berlin, oui. Il y a eu un déplacement qui coûte de l'argent comme tous les déplacements. Moi je regrette. Alors, et à la base c'était pas prévu parce que même les militants n'étaient pas au courant au congrès qu'ils partaient. C'est pas plutôt pour aller manger des petits fours devant une finale, une belle affiche de Ligue des Champions? Je suis pas sûr. Il y a eu plusieurs. Par hasard, ça tombe le jour de. Alors c'est quand même une heureuse coïncidence. Il y a eu. Moi je suis content que vous interveniez là-dessus. C'est important de regarder l'exemplarité, de faire des économies sur les déplacements, etc. Mais je trouve dommage qu'on ne s'inquiète pas de certaines pratiques qui peuvent avoir lieu sur d'autres déplacements. Donc c'est acceptable. Là, d'ailleurs, c'était pas Poitiers-Berlin, c'était Paris-Berlin, parce qu'entre-temps, il est revenu à Paris. Donc, vraiment, je trouve. Donc pour Manuel Valls, c'est justifiable, mais pour Nicolas Sarkozy, cela est moins. Moi, je parle pas de Nicolas Sarkozy, donc. D'accord. Ça vous arrange sur le coup, là. Le Parti socialiste, il a été mouvement critiqué, notamment par certains membres du parti. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui avec Manuel Valls, on voit que les critiques étaient injustifiées, clairement. Peut-être pas injustifiées sur le fond, mais sur la forme, apparemment... Écoutez, vraiment, moi je peux pas vous dire plus que ce que je viens de vous dire. Moi, je parle pas de Nicolas Sarkozy. Valls a été invité à l'UEFA pour parler de ces événements internationaux sportifs qu'on va organiser avec plusieurs personnalités du monde du foot. Donc, il a quand même assisté au match. Bon, voilà, c'est un moment de détente. Grégory, on passe au 4e point peut-être. On va parler aussi récemment là, de la loi E20, donc un amendement de la loi Macron propose de différencier information et publicité sur l'alcool. Quelle est la position des jeunes socialistes sur cette affaire? On voit que Marisol Touraine est vent debout et Stéphane Le Foll même. Le Sénat est dans une nouvelle majorité, une majorité de droite. Le groupe socialiste au Sénat a voté contre cet amendement. Le gouvernement, j'ai vu qu'il y avait des députés qui étaient favorables PS à l'Assemblée nationale. Vu que le texte n'est pas encore à l'Assemblée nationale, on peut attendre le débat à l'Assemblée nationale. En tout cas, au Sénat, le groupe socialiste s'est prononcé contre cet amendement. Le gouvernement a suivi cette position. L'idée, c'est de garder l'équilibre de la loi E20 comme elle l'était, donc ne pas la changer. Ne pas la changer, rester neutralité entre la publicité. Oui. Et cette loi Macron, plus généralement, vous la jugez comment? Moi, je la trouve plutôt bonne. Alors déjà parce que c'est une grosse loi, une loi qui relance notre économie. Alors, en plus, on a des premiers résultats, même si la loi n'est pas encore tout à fait appliquée, puisqu'il faut attendre la seconde lecture qui arrive à l'Assemblée nationale cette semaine. Il a fallu quand même le 49.3 pour appliquer cette loi. Oui.
Oui. Et on parle de refaire encore un 49.3 apparemment aussi. Sur le 49.3, il y avait un débat, je me souviens, sur est-ce qu'on peut l'utiliser 2 fois sur un... Enfin, est-ce qu'on l'utilise une fois? Enfin voilà, il y avait ce débat-là. Mais au-delà de la forme, c'est le fond qu'il faut commenter sur cette loi Macron. Qu'est-ce qu'elle fait, cette loi Macron? Elle permet plus d'investissement pour les entreprises. Elle s'inscrit bien dans la nouvelle ligne à laquelle vous adhérez. Une ligne social-démocrate qui a été discutée au sein. Qu'est-ce que c'est que la social-démocratie? Parce que finalement, c'est ça la question. Pourquoi on fait des lois qui ne sont pas forcément acceptées? Et ce que je trouve dommage d'ailleurs, c'est que la social-démocratie, c'est une discussion, un échange, un dialogue avec les partenaires sociaux, avec le monde associatif, etc. Et donc, quand on demande aux gens leur avis, forcément, s'il n'est pas pris en compte, pour certains, ça peut poser problème. Mais vraiment, cette loi Macron, elle permet d'engager ce dialogue social, etc. Il y a eu un débat très long. Il y a aussi la loi sur le dialogue social et l'emploi qui a été votée la semaine dernière, ou il y a 2 semaines à l'Assemblée nationale. Et donc cette loi Macron, elle permet donc ce débat-là, cet échange, et puis elle permet quand même quelques avancées. Donc on a beaucoup parlé du travail du dimanche, c'est important. Elle permet surtout de donner des droits aux travailleurs, c'est-à-dire qu'avant on n'avait pas en tant que travailleur le droit de donner son avis sur le travail du dimanche. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait un accord des partenaires sociaux sur le travail du dimanche. Il y a encore beaucoup de crispation sur cette super. loi, c'est difficile. Je peux le comprendre, mais c'est aussi notre rôle de rassurer au Parti socialiste, de dire mais regardez, vraiment sur le travail du dimanche, on peut sur Twitter, choisir. On nous demande est-ce que c'est ça des mesures justes et sociales de la part d'un gouvernement de gauche? Je précise que c'est un militant communiste qui nous a écrit ce tweet. On discute beaucoup avec les militants. Apparemment, communistes. Ils vous reprochent, non, justement, de refuser de débattre avec eux. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais sur cette question-là. Vraiment, nous, on pense que oui, ça va dans le sens de l'histoire, de demander leur avis aux travailleurs quand il s'agit de travailler le dimanche, par exemple. C'est ce qu'on a instauré avec cette loi. Ça va dans le sens de l'histoire, de faciliter pour les entreprises qui fonctionnent en filiale, de faciliter la survie de ces filiales. On pourrait parler de l'exemple de Florange, qui est quand même assez important dans notre histoire française. On a supprimé cette industrie. C'est quand même assez compliqué à supporter et aujourd'hui il faut que on puisse protéger nos industries, nos entreprises et donc en sacrifiant certains droits sociaux ou alors en méprisant certaines traditions culturelles, travailler le dimanche. Allons-y. C'est ça. Vraiment, le travail du dimanche existe déjà. Pour le coup, est-ce que la crainte, c'est pas non plus que les gens ne puissent pas refuser de travailler le dimanche? Vous le savez. Des travailleurs précaires, des personnes sous pression, des personnes en CDD, des personnes... des jeunes. Il faut qu'il y ait un accord de branche sur ces questions-là. Ah oui, la principe. Ça, c'est la théorie. Prenons l'exemple de la restauration rapide. Moi, j'espère, et pour le coup, il y a très peu de syndicats. J'espère qu'on pourra réussir à faire en sorte que les accords puissent prendre en compte cette question-là, parce que souvent dans la restauration rapide, en plus, c'est des jeunes, des travailleurs précaires, etc. Donc, c'est important de prendre l'avis des travailleurs. Encore faut-il que les syndicats puissent exister, que le combat syndical puisse exister. Et moi, je prends vraiment souvent cet exemple-là de la restauration rapide. Mais est-ce que la loi Macron, c'est pas finalement une de ces lois qui, encore une fois, depuis le début du quinquennat, a été fait rapidement, a été hachée. On voit qu'il y a eu... Vous êtes même obligé de prendre le 49.3. Ça veut dire que depuis le début du quinquennat, la réforme des rythmes scolaires, par exemple, ça c'est surtout ça qui m'a au plus choqué. Ça a été la rapidité de cette réforme qui a été, on le voit,
très bonne idée. Là-dessus, moi, en tout cas, personnellement, je trouve que c'était quelque chose qui était... C'est une des mesures qui était bonne à adopter, mais alors adopter de cette manière, c'était pas possible. Alors, une réponse très courte, parce qu'il faut qu'on passe au régional après. Ok, très bien. Donc, vraiment, moi, je le redis, la loi Macron, elle a été discutée. Alors, il faudrait regarder ça sur Internet, mais Emmanuel Macron avait donné le nombre d'heures de débat qui avait eu lieu en commission, à l'Assemblée nationale, etc. C'était la même chose sur le mariage pour tous. On avait dit qu'on se précipitait, finalement non. Les rythmes scolaires, vous parlez à quelqu'un qui a participé à la consultation nationale justement sur les rythmes scolaires qui avait été engagé en 2010 par la droite. Et il se trouve que Vincent Peillon a repris ce rapport qui avait été remis au ministre de l'époque. Il a repris le rapport et il a ressorti les grands enseignements de cette loi. Et donc la droite aujourd'hui s'insurge contre la loi qu'on a faite sur les rythmes scolaires. Pourtant, c'était l'issue d'un consensus qui avait déjà eu lieu, quoi. Donc pour le coup, vraiment, enfin, il y a eu le débat a déjà eu lieu. Donc oui, on pourrait penser que c'est assez rapide, des lois qui se font dans la précipitation, et pourtant c'est pas vraiment le cas, puisqu'il y a eu des discussions, puisque le débat a eu lieu, il y a eu des échanges, quoi. Bon, allez, on fait une petite pause, on se retrouve d'ici 25 secondes. Quelle heure est-il ? C'est l'heure de la radio. Radio Campus 88.3. Alors c'est la fin. Non, c'est le commencement. Le monde ne sera plus jamais le même. Toujours sur Radio Campus Orléans. Notre invité ce matin, Yann Chailloux, responsable DMJS dans le Loiret. On va parler des régionales. Le premier tour le 6 décembre. S'il y a un second tour, ça sera le 13 décembre. Il y aura un second tour, bien évidemment. Le PS tient cette région, 77 sièges. Europe Écologie en a 21. À gauche, le front de gauche et l'extrême gauche, 8 sièges. La droite, 21 et le FN, 7. François Bonneau brigue un 3e mandat. Vous le soutenez ouvertement, Yann Chailloux. Je fais juste une petite rectification. Oui. Le Parti Socialiste ne tient pas la région. C'est le front de gauche, le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts, le PRG, qui détient cette région. C'est important. C'est l'union de la gauche qui a eu lieu en 2010 qui au second tour. Qui n'existera peut-être pas cette année. En tout cas, au premier tour, on verra. Vous soutenez François Bonneau ? Et donc oui, on soutient François Bonneau. Il y a un bilan à défendre. On présente nos listes en ce moment. Quel bilan vous défendez justement ? Quel bilan ? Parce que pour beaucoup de gens, ça paraît peut-être un peu lointain, voire abstrait. Oui, c'est vrai. Je vais vous donner probablement beaucoup de chiffres. Vous allez sûrement m'arrêter. Et ce bilan, c'est un bilan... D'ailleurs, ça se recoupe aussi avec ce qu'on peut voir au niveau national. C'est un bilan qui s'engage pour la jeunesse. On a pris beaucoup d'engagements en 2010 concernant la jeunesse. La jeunesse, c'est le fil rouge de notre projet en tant que socialiste. Et en 2015, c'est vrai qu'il faut faire le bilan. Donc, si on prend par exemple les questions d'éducation, vous connaissez tous les lycées, on est tous passés par là dans notre scolarité. Aujourd'hui, on a le chiffre exact. Entre 2010 et 2015, c'est 270 milliards d'euros qui ont été investis pour isoler les lycées, pour les isoler. Donc, c'est-à-dire pour créer de meilleures conditions énergétiques dans nos lycées. C'est, en termes d'éducation, 1500 maîtres d'apprentissage qui ont été formés en 5 ans en plus. Sur des questions d'autonomie aussi, parce que c'est important pour nous, jeunes socialistes, de parler d'autonomie. C'est 9500 jeunes qui ont passé leur permis de conduire grâce à une aide régionale. Cette aide, elle varie de 200 à 400 euros. C'est 4446 étudiants qui ont souscrit une mutuelle santé grâce à une aide, là encore, régionale. C'est 330 logements supplémentaires en foyer de jeunes travailleurs. Donc, c'est des questions qui sont importantes pour l'autonomie. Donc, l'accent, ça va être encore sur la jeunesse ? Oui, je pense que c'est important de parler de jeunesse, de faire des propositions sur la jeunesse. Nous, on va y travailler avec les jeunes socialistes. C'est important aussi de renouveler les listes, on pourrait en parler. Et vraiment, il y a beaucoup de choses à défendre sur ce qu'on a fait. On a beaucoup travaillé aussi en matière de transport, de santé, d'environnement. Donc vraiment...
il y a une énumération de dispositifs à faire qui est très très importante, donc il faut faire le tri aussi, parce que c'est vrai que les citoyens ils sont pas forcément informés de ce qui existe, de ce qui se fait, etc. Est-ce que vous savez par exemple que la région a limité le tarif des trajets domicile-travail depuis 2010, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a essayé de limiter ce coût de trajet à 2 euros. C'est comment faire vivre le bilan, qui soit après contesté par l'opposition, comment faire vivre le bilan auprès des électeurs? Déjà, ça doit être compliqué, parce que la région, ça paraît... C'est comme quand on est au pouvoir au niveau national. Le bilan, il faut le défendre au fur et à mesure et pas juste à la fin. Et donc là, on a quand même un avantage que la droite oublie, c'est qu'on a un président de région qui a été président de région à plein temps. Son objectif, c'était pas d'être député, son objectif, c'était pas d'être sénateur, son objectif, c'était pas d'être ministre. Donc vraiment, on a un président de région qui a été président à plein temps et donc qui a eu le temps d'aller discuter avec les acteurs du territoire, d'aller expliquer ce qui était fait, les mesures qui étaient prises, etc. etc. Donc vraiment, je pense que le bilan, il se défend au fur et à mesure et pas juste à la fin. Nous, on l'a déjà fait, on a déjà défendu ce qui est fait au niveau régional, et donc il suffit de continuer ce qu'on fait, voilà, auprès des citoyens. Et alors pourquoi ça serait une liste de couleurs rose unique qui n'inclut pas au premier tour les partenaires au gouvernail de la région depuis 2010 Qu'est-ce que ça dit parce que François Bonneau a dit oui, il faut bien faire vivre le débat et puis une alliance au second tour, mais s'il se lance aussitôt, c'est qu'il y a peut-être un peu péril dans la demeure, non? Alors si on se lance tôt, c'est surtout parce qu'on a nos listes. Voilà, elles ont été votées. Il manque juste celle de l'Indre le 11 juin, qui va être votée jeudi. Donc voilà, les listes elles sont en train d'être votées. Il y a un rassemblement qui est fait dans la famille socialiste, donc c'est important. Je pense qu'on va quand même partir avec le Parti radical de gauche, en tout cas on l'espère. Mais pour le coup... Mais Europe Écologie Les Verts prône l'autonomie, c'est le cas de Charles Fournier, qui est le chef de file du parti dans le Loir-et-Cher. Marc Brunel, communiste élu à la région, qui lui veut attaquer François Bonneau sur la politique nationale. Oui, voilà, il y a péril dans la demeure, dans la maison de gauche. Moi, je leur dis, c'est un bilan de gauche à défendre, un bilan de gauche uni qu'on a à défendre. Voilà. Après, je pense qu'on va vivre un premier tour, comme on a pu le vivre en 2010, un premier tour de convergence, et puis un second tour d'union. Voilà. Il faut aussi respecter ce que les autres partis ont à dire, ce que Europe Écologie a à dire, ce que le Front de gauche a à dire. Voilà. Mais vous êtes favorable à un accord pour le second tour, de toute façon. Oui, même pour le premier tour, ça aurait été encore mieux. Je vous dis, on a un bilan à défendre. Je pense qu'on a encore un beau projet à faire avec toute la gauche rassemblée. Donc oui, 1000 fois oui, il faut que la gauche soit rassemblée pour ces régionales. Une dernière question, Yann Chailloux. Votre regard sur ce que François Bonneau appelle le tripatouillage à droite, le choix de la tête de liste alors entre l'UDI, Philippe Vigier et Guillaume Pelletier pour les Républicains. Quel regard vous portez là-dessus C'est vrai que il faut expliquer aux auditeurs pourquoi on parle de tripatouillage. C'est quand même que donc il y a l'UMP d'un côté, l'UDI de l'autre, et se pose la question d'une union de ces deux partis politiques. Vous voyez, comme quoi l'union se fait pas plus à gauche qu'à droite. On pourrait être rassuré, quoique, de ce point de vue-là. Et on se rend bien compte que la région Centre Val-de-Loire, elle est le plus petit dénominateur commun d'accords à Paris, des accords parisiens. Elle est le plus petit dénominateur commun de la droite et du centre. Est-ce que notre région mérite d'être le dernier point qu'on aborde en réunion, dans des négociations parisiennes, etc. Moi, je ne le crois pas. Je pense que on a des propositions à faire. Bon, c'est vrai que Pelletier en fait, on pourrait en parler. Pour le coup, elles appellent plutôt les électeurs du Front National. Donc nous on le dit, on ne peut pas se permettre en région... C'est un choix, un calcul stratégique. Un choix, mais on peut pas se permettre en région centre d'avoir deux listes d'extrême droite. Donc nous on appelle... Pour vous, Guillaume Pelletier, c'est l'extrême droite. Bien sûr. En référence à son passé, c'est la liste UMP-FN, la liste de Guillaume Pelletier, la liste UMP-FN. Donc nous on appelle
tous les progressistes, notamment les centristes, au réalisme républicain. C'est pas démagogique, c'est une vérité. C'est une vérité. Vous faites référence à son passé politique. Et pas que sur ces propositions qui sont populistes, dogmatiques. Nous, on défend autre chose. Mais c'était peut-être un choix calculé. 2 tiers des communes au premier tour des départementales dans le Loiret ont voté Front National, 27% dans le Loir-et-Cher. Donc on fait la course à l'échalote et non, mais c'est ça. Et on c'est revient un choix stratégique. Calculé. Je pense que pour eux, oui. En tout cas pour Guillaume Pelletier, quoique. C'est peut-être profondément ancré en lui. Voilà. Merci en tout cas Yann Chailloux, responsable des MGS dans le Loiret, d'être venu au micro de Radio Campus ce matin. Bonne journée. Bonne journée à Vincentine et Grégory aussi. Merci. On vous retrouve la semaine prochaine, oui, à partir de 7h40, comme chaque mardi.